Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le développement de l'enfant à l'adulte, vers l'autonomie. L'autonomie. Définition, littré. Droit que les Romains avaient laissé à certaines villes grecques de se gouverner avec leurs propres lois. Par extension, indépendance, son contraire est la dépendance. La psychologie de l'enfant a fait l'objet de nombreuses théories. On s'accorde à reconnaître que le développement passe par des stades, ou phases, ou étapes, ou crises, dont le contenu varie avec les auteurs. Un stade, selon la définition de J. Piaget, comporte un ordre de succession constant, a un caractère d'intégration des structures construites au stade précédent, est une structure d'ensemble et non une juxtaposition de propriétés, comporte un niveau de préparation et un niveau d'achèvement. Les stades se retrouvent dans tous les domaines du développement, stade de la croissance corporelle, de l'organisation psychomotrice, de l'acquisition du langage, stade du développement affectif, stade du développement intellectuel, et la pathologie nous montrera l'envers de ces montages, c'est-à-dire leur déstructuration, qui peut coexister avec des secteurs de personnalité normalement structurés. Le développement n'est pas linéaire, c'est-à-dire continu, homogène, régulier. Il comporte une alternance de phases de crise, suivies ou précédées par des périodes de calme, indiquant des changements de registre, des sortes de virages marquant le passage d'une organisation de personnalité à une autre. Ces changements peuvent être réversibles, si une nouvelle crise les remet en question. Le développement de l'enfant retrace sa conquête de l'autonomie, depuis l'état de dépendance absolue où il se trouve à sa naissance, à l'immaturité et à la maturité relative, jusqu'à l'indépendance, relative aussi puisqu'elle se vit dans l'interdépendance des relations. Dans le cours du développement on distingue 3 cycles. La petite enfance, vie prénatale, naissance, première année. L'enfance de 1 à 11 ans. L'adolescence, de 12 à 19 ans. Ces cycles sont marqués, globalement, par l'importance de la croissance physique, qui amène un degré de liberté supérieur à chaque étape, qui produit une nouvelle organisation psychomotrice, ce qui modifie le sentiment de soi, constatation de sa propre croissance et des réactions d'autrui devant ce devenir, par l'apparition du langage, qui fait naître la vie de la conscience, et évoluer la relation d'objet, du narcissisme primitif à la relation duelle puis triangulaire, à la découverte des autres et à la socialisation. Permet la distinction de soi et d'autrui, et l'acquisition de l'image de soi. L'apprentissage de la communication. La naissance du moi. Par le développement intellectuel. Capacité à symboliser, à utiliser l'imaginaire et l'expérience mémorisée. Passage d'une intelligence sensorimotrice à une pensée logique et abstraite. Accession au savoir de l'humanité, dont la lecture et l'écriture seront les outils d'enregistrement dans le cadre scolaire. Par les changements d'intérêt à chaque étape. Élargissement du milieu de vie, passage de la protection familiale à l'ouverture sur l'école, les amis, les étrangers, la vie en société. Développement vers l'autonomie et l'affirmation de soi, à travers ses motivations, et traversée de conflits. Accession à des valeurs et prise de conscience de la condition humaine. La croissance physique et l'organisation psychomotrice. Le développement de l'enfant se fait à partir des diverses structures anatomiques et organisations physiologiques dont il est équipé à sa naissance, comme un pouvoir de vie dont le devenir s'effectuera à travers de nouvelles organisations des circuits et leur réalisation fonctionnelle. Comme dans l'évolution animale, l'apparition de certaines formations nerveuses va de pair avec l'organisation de fonctions déterminées, chez le fœtus, chez le nouveau-né, chez le nourrisson, et ce n'est qu'au cours de la 2e année de la vie que s'achève la myélinisation des fibres nerveuses et que s'installe la dominance de l'écorce cérébrale sur les autres structures du système nerveux central. Dans le même temps s'effectue la maturation du tissu musculaire et osseux, et l'organisation physique, chimique, humorale, endocrinienne. Les fonctions en apparence les plus élémentaires ne sont donc pas juxtaposées, en mosaïque, mais obéissent à des organisations successives, de plus en plus différenciées au fur et à mesure que l'organisation nerveuse centrale devient plus complexe. À chaque étape du développement,
Le comportement de l'enfant obéit à des patterns semblables d'un enfant à l'autre, correspondant à la maturation de son corps, mais l'influence du monde extérieur vis-à-vis de ses besoins, nourriture, contact, attitude, parole, joue un rôle essentiel pour le rendre différent. L'enfant fait toutes sortes d'apprentissages qui conditionnent son activité. Il se structure en les assimilant et en les associant de manière personnelle. Pour son éveil sensoriel, il a besoin de stimulation à des moments sensibles de son développement où il est plus réceptif, niais si ses besoins sont insatisfaits. Il peut se construire une barrière protectrice contre un milieu trop stressant ou trop frustrant. Le développement psychomoteur de la première année amène l'enfant de l'état de tube digestif passif à celui d'être actif qui sourit à l'entourage qu'il reconnaît, imite les gestes d'autrui, et s'imite lui-même, coordonne ses gestes pour atteindre des objets, sait progressivement s'asseoir, se mettre debout, se regarder dans la glace qui élargit son espace, l'explore et commence à faire signe aux autres par une ébauche de langage. La naissance du moi est liée aux activités de perception et de connaissance autant qu'aux besoins pulsionnels, qui deviendront un réservoir d'énergie chez l'adulte, voir chapitre 3, le développement affectif. L'enfant dispose d'une organisation mécanique de son système nerveux, grâce à laquelle il devient créatif et actif. Il intériorise les expériences du présent et les projette dans l'avenir immédiat, puis dans un futur plus lointain au fur et à mesure de son développement. Il vit surtout au présent, dans l'ici et maintenant. Son autonomie corporelle progressive lui ouvre des degrés de liberté à travers des contraintes et des résistances avec lesquelles il doit composer, trouver des solutions satisfaisantes, des compromis. Le terme de motricité recouvre un ensemble organisé de contractions musculaires, contrôlées par un triple système de commande. Le mouvement volontaire, sous la dépendance du système pyramidal. La motricité automatisée, système extrapyramidal. L'équilibre interne du mouvement, système cérébelleux. Mais la construction de chaque acte, l'organisation du moindre mouvement prennent un sens par rapport au désir et au vouloir, sont faites en vue d'une action ayant point de départ, un déroulement et un but. La psychomotricité nous intéresse donc tout particulièrement pour l'acte d'écrire. Le développement moteur passe par 3 phases. Organisation de la charpente motrice, organisation tonique, organisation proprioceptive. Récepteur sensoriel qui informe sur les postures et le déroulement spatial et temporel des mouvements tandis que disparaissent les réactions primitives. L'enfant est alors équipé de réflexes pour assimiler son milieu de vie et acquérir des conditionnements adaptatifs. Organisation du plan moteur. La mélodie kinétique se caractérise par une mobilité approfondie dans le temps et dans l'espace, des formes qui se font en se défaisant et en se refaisant. J. de Aruriaguera. Automatisation de l'acquis. La motilité s'enrichit elle-même par des conditionnements et des inhibitions. C'est par la motricité et par la vision que l'enfant découvre les objets, c'est en les manipulant qu'il redécouvre le monde. Mais cette découverte ne sera fructueuse que lorsqu'il sera capable de prendre et de lâcher, lorsqu'il aura acquis la notion de distance entre lui et l'objet qu'il manipule. J. de Aruriaguera. Cet objet est successivement soi, il fait partie de lui, pour soi, il agit sur lui, en delà de soi, il peut le prendre ou le quitter, objet en soi, il peut y penser. Le développement ira du simple jeu avec un objet au jeu symbolique. L'enfant peut se le représenter, à son imitation, par le dessin et l'activité graphique, enfin à l'image mentale. Cette activité motrice est tantôt une expression et tantôt une réaction. Elle est chargée d'émotions et sensible à la présence et au regard d'autrui qui peuvent être stimulants ou inhibants, ce qui se traduit chez l'enfant par des réactions de prestance et de mimique expressive. L'observation de la motricité a donné lieu à des typologies de comportement, allant de l'hyper à l'hypotonicité, de l'inhibition au relâchement. On y retrouve parmi d'autres types, les tempéraments hippocratiques, voir feuillet 6, chapitre 2. Le sanguin, impulsif ayant un excès de tonus et une faible inhibition. Le bilieux, tensif ayant un excès de tonus et un excès de freinage. Le lymphatique, statique, ayant une insuffisance de tonus et du relâchement. Le nerveux, sensitif, ayant un faible tonus et de l'inhibition. Il y a une pathologie générale de la motricité,
décharges motrices, tics, balancements, contorsions, grimaces, mouvements stéréotypés, mais aussi des habitudes motrices perturbantes qui sont les témoins de conflits internes. L'écriture de l'enfant, intimement liée à la motricité, aura sa pathologie propre. Le langage et la conscience de soi. Le langage. Les mécanismes de l'émergence du langage ont été étudiés à travers leur déstructuration, dans l'aphasie, perte du langage. Les phonèmes, éléments sonores du langage ayant une valeur distinctive d'une langue à l'autre, semblent jouer un rôle primitif dans cette triple fonction du langage, représentative, expressive et d'appel à autrui. Le mouvement de l'enfant vers la parole n'est pas un acte intellectuel, mais un acte de communication. Il copie l'adulte, qui est sa référence, et perfectionne ses résultats. Il n'a pas encore établi ses limites et sa conscience de lui n'existe pas encore, si bien qu'il est entièrement tourné vers l'extérieur. Pour M. Scheller, le corps est la matière sensible, avec laquelle il apprend à se connaître lui-même et à connaître autrui. Il est pris dans une situation expressive et apprend à parler parce qu'il se trouve incité à utiliser le langage et la pensée d'autrui. L'imitation suit la prise de conscience et marque le début de l'identification. Pendant les premiers mois de sa vie, l'enfant s'exprime par des mouvements expressifs et un babillage, ancêtre du langage, comme le gribouillage est l'ancêtre commun du dessin et de l'écriture, extrêmement riche en phonèmes, qui n'existent pas dans la langue parlée autour de lui. L'enfant est équipé pour parler toutes les langues de la Terre. Il restreint ensuite ses possibilités de départ pour adopter le registre de l'adulte sur le ton des conversations qu'il entend, comme un jeu qui prolonge l'activité physique. Il baigne dans le langage avant de savoir parler. Il est comme entouré de murailles sonores, dont il ne connaît pas le sens mais dont il imite le rythme et les sonorités. Sa parole émerge d'un langage total comprenant ses gestes et ses mimiques. Le langage parlé commence entre 9 et 18 mois, avec l'acquisition de 2 ou 3 mots et la compréhension de beaucoup d'autres mots-phrases qui résument des expériences. Il continue son babillage pour lui-même, qui est l'équivalent du langage intérieur de l'adulte fait d'un écoulement de sensations, de mots, d'images. Après 18 mois, il accroît son vocabulaire en imitant la langue maternelle, avec de grandes différences suivant les enfants. Il ne communique pas encore, mais monologue. Le monologue individuel, ou collectif dans les jeux des petits-enfants entre eux, devient dialogue vers 5-6e ans quand l'enfant se met à poser des questions, à donner son point de vue, à répondre, s'expliquer, discuter. Semblable au langage poétique par sa richesse et sa subjectivité, le langage enfantin s'appauvrit en devenant rationnel. Son expressivité passe dans le choix des mots, l'agencement des phrases, le rythme et la mélodie des sonorités. On retrouve le même processus avec l'écriture qui naît d'un gribouillage globalement expressif, pour aboutir à un langage de signes impersonnel qui signifie à travers le message des mots et le style graphique de chaque scripteur. Le problème du langage, résolu au niveau sensible, évolue vers le niveau de la pensée qui commence par être égocentrique, alors que la perception et le langage ne le sont plus, selon la notion de décalage par laquelle toute acquisition faite à un certain niveau doit être recommencée sur de nouvelles bases pour atteindre le niveau supérieur. La conscience de soi. À la fin du premier trimestre de la vie, la conscience de l'enfant émerge de ses sensations et perceptions corporelles au fur et à mesure qu'il prend de l'intérêt pour le monde extérieur et contrôle des expériences, les mémorise. Vers le 6e mois se situe l'expérience fondamentale dont parle Gilles Lacan, celle du miroir qui lui renvoie son image et celle de la personne qui le porte. Il peut ainsi reconnaître une forme humaine et avoir l'intuition de son propre corps qui a un contour et une organisation alors que les messages qu'il en reçoit ont été jusqu'ici morcelés, juxtaposés et non différenciés du corps d'autrui. Cependant, l'enfant n'atteindra le sentiment de sa totalité que vers 2 ans, en prenant conscience d'un univers ordonné où évoluent des objets aux formes stables, univers dans lequel il cherchera sa propre place. Vers 30 mois, il peut se désigner par son nom, se faire des sourires et des grimaces devant la glace, nommer les différentes parties visibles de son corps. L'idée qu'il se fait de l'intérieur est encore magique. Il adhère à la situation présente concrète et organise sa vie dans un cercle étroit au-delà duquel existe un monde indéterminé, sur lequel il ne peut pas agir, le monde des ultra-choses comme dit Achoualon. Pour le moment, il explore son espace tant avec son activité qu'avec son regard, dans une expérience globale du corps et de l'esprit, aiguisée par la curiosité de connaître.
Repérer sa droite et sa gauche, distinguer ses doigts, s'orienter, sont des activités beaucoup plus complexes qu'il pourra mettre du temps à maîtriser. L'interaction de l'enfant et de son milieu se fait suivant un double processus, d'assimilation et d'accommodation, J. Piaget, qui met en place les structures intellectuelles. Par l'assimilation, l'enfant intègre ce qui lui est extérieur, il l'intériorise. Par l'accommodation, il remanie sans cesse ses propres structures en fonction des changements du milieu. L'adaptation mentale est dans la continuité de l'adaptation biologique, pour atteindre une forme supérieure d'équilibre. Le développement intellectuel ne se sépare pas du développement affectif, car les émotions jouent un rôle fondamental dans l'acquisition du savoir, H. et sont le point de départ de la conscience personnelle par l'intermédiaire du groupe dont l'enfant reçoit des instruments intellectuels et des formules d'action. 2. Le chapitre 3 sera consacré au développement affectif, le chapitre 4 à l'image de soi, le chapitre 5 à l'intelligence. Les cycles du développement. La petite enfance, la première année? Elle commence à la vie prénatale et avec la naissance qui constitue une rupture avec un milieu clos et protégé, et une entrée dans un milieu extérieur qui sera à conquérir. Un bébé, ça n'existe pas, disait le psychiatre anglais Winnicott. S'il y a un bébé, c'est qu'il y a quelqu'un auprès de lui pour s'en occuper, et l'enfant ne se distingue pas de son expérience dans les premiers mois de sa vie. Son espace est réduit, ses relations avec le monde sont liées aux activités de nourriture, de respiration et de tension ou décharge des émotions. Il vit dans un état d'alarme, prêt à réagir totalement à ce qui lui apporte une tension accrue ou une détente qui va prendre un sens, peu à peu, quand il pourra anticiper les événements. Le temps et la distance s'interposent entre lui et la satisfaction de ses besoins. Les modifications du tonus musculaire, les expériences perceptives, le dialogue avec l'entourage modifie son avidité et ses réponses deviennent de plus en plus complexes. Pendant cette période, et en l'absence du langage, les émotions, cris, pleurs, colère, agitation, sourire, gazouillis, etc., expriment des états de tension ou de bien-être comme une première forme de communication adressée à l'entourage. L'enfant ne dispose encore ni d'interlocuteur ni de langage, mais il est entouré d'adultes qui lui parlent, le soignent, le forment, l'imprègnent, le font évoluer à travers ce qu'ils sont eux-mêmes et lui font subir, il est donc inséré dans la communication avant de pouvoir et de savoir communiquer. Le sourire sera la première manifestation de son intérêt pour l'autre. R. Spitz le considère comme le premier organisateur de la personnalité. Selon cet auteur, il y aura 3 organisateurs qui apparaîtront pendant la première année de la vie. Le sourire, l'angoisse du 8e mois, peur de l'étranger qui montre que l'enfant sait distinguer les familiers et les inconnus, et le non qu'il affirme dans l'opposition, il ne fait qu'imiter à son usage les multiples noms qu'on lui oppose. L'enfance de 1 à 12 ans. Elle comporte 3 étapes clés. De 1 à 3 ans, période d'expansion. Les travaux de l'éthologie confirment l'expérience de l'empreinte, commune aux enfants et aux animaux. Dès leur naissance, les animaux utilisent leur sens de la vision et du mouvement, qui déclenche un désir d'imiter et de suivre une personne privilégiée et de s'attacher à elle. Le corps de la mère, ou de son substitut, est la base de sécurité à partir de laquelle l'enfant peut explorer son propre corps et son environnement. Ce qui donne lieu à 2 types d'activités fondamentales. La recherche du contact, de la proximité, de la sécurité, et la découverte de l'espace environnant, visuel, tactile et auditif, où se réalisent les premières expériences du monde extérieur. Grâce au développement de la motricité, qui permet l'exploration de l'espace, grâce au langage qui le fait participer à la vie de l'entourage, le moi de l'enfant s'organise et prend de la vigueur. À travers les jeux, l'observation, les questions, les récits, le dessin et l'activité de l'imagination, il commence à mettre en place les notions de jeu et de moi. Sa mère, qu'il ressent maintenant comme extérieure à lui et différente de lui, a toujours une place privilégiée. Mais son besoin d'autonomie peut créer des conflits, son opposition peut entraîner des sanctions. D.W. Winnicott a décrit cet espace de séparation qui s'agrandit chaque jour entre la mère et l'enfant, comme la matrice des productions culturelles futures et de l'art en particulier à travers le jeu. L'aire de jeu est l'espace potentiel dans lequel la séparation engendre une nouvelle forme de réunion.
Non seulement l'enfant imite les autres dans ses jeux, mais il s'imite lui-même lorsqu'il découvre quelque chose d'intéressant, un son, un geste, un objet à manipuler. La mère doit trouver sa place, suffisamment proche pour donner de la sécurité, suffisamment éloignée pour laisser se développer un imaginaire. Les jouets familiers de l'enfant seront des objets transitionnels qui ont un rôle de sécurité. Plus tard, l'adulte attachera une importance affective à des objets sacrés à ses yeux, leur attribuant une valeur sans commune mesure avec celle de l'objet lui-même. Après 18 mois, l'enfant accroît son vocabulaire en imitant la langue maternelle, avec de grandes différences suivant les enfants. Il reproduit les sons qu'il entend mais a du mal à construire des phrases et à utiliser les pronoms « je »,« tu »,« il » et son propre prénom. Parler n'est pas encore un acte intellectuel. Son corps est la matière sensible, qui est engagée dans une situation expressive et sa motricité lui permet de construire son espace, de se l'approprier. C'est par la motricité et par la vision que l'enfant découvre les objets, c'est en les manipulant qu'il découvre le monde, mais cette découverte ne sera fructueuse que lorsqu'il sera capable de prendre et de lâcher, lorsqu'il aura acquis la notion de distance entre lui et l'objet qu'il manipule. J. de Aruriaguera. Son activité lui permet de créer différentes séquences d'actions qui s'articuleront les unes aux autres, concrètement d'abord, intellectuellement ensuite. L'entourage joue un rôle essentiel dans les différences entre les enfants, bien qu'il y ait au départ des différences de constitution et d'organisation motrice. Enfant hyper ou hypotonique, excité ou inhibé, parce qu'il conditionne l'enfant vis-à-vis de ses propres besoins. La présence et le regard d'autrui provoqueront des réactions d'encouragement ou de peur, le stimuleront ou stopperont ses élans. Il y a des moments sensibles du développement qui sont favorables à un éveil sensoriel, d'autres qui sont des périodes d'ajustement interne à respecter. Un enfant trop stressé ou trop frustré peut élever des barrières contre son environnement, en bloquant ses perceptifs du monde extérieur, au profit de ses sensations internes et d'une vie imaginaire où il se réfugie. On a pu construire des typologies de comportements enfantins qui dépendent de 3 facteurs. Les conditionnements par le milieu, la relation mère-enfant et le tempérament de base. Enfants excités ou contrôlés, rapides ou lents, spontanés ou raides, confiants ou anxieux, dociles ou exigeants, adaptables ou inhibés. De 3 à 6 ans, période d'ouverture. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.